Et oui, les vidéos sur cette chaîne sont désormais présentées par une personne qui a remporté un prix Hugo, quelque part. Et oui, je sais que tout le monde a déjà fait cette blague à peu près 15 000 fois sur Twitter, mais c'est la seule et unique fois probablement dans ma vie où je pourrais me vanter d'avoir un quelconque lien avec un prix Hugo, donc je me l'accorde. Hein. Bonjour tout le monde, la semaine dernière vous avez peut-être guetté les résultats des prix Hugo, qui est un des plus prestigieux prix récompensant des œuvres d'imaginaire, donc SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Et c'est vrai que cette année, en 2019, il y a eu une catégorie qui a pas mal fait parler d'elle. Souvent, bon, on s'occupe plus du meilleur roman, mais voilà, cette année, c'est la catégorie Best Related Work, donc meilleur travail dérivé, qui s'est fait remarquer et qui a suscité pas mal de commentaires, puisqu'il a été attribué au site de fanfiction AO3, Archive of Our Own. Et voilà, du coup, ça a fait couler pas mal d'encre, parce que forcément, dès qu'on parle de fanfiction, les gens ont plein de choses à dire, mais moi aussi d'ailleurs, parce que voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus, et petit disclaimer d'ailleurs sur le sujet, la fanfiction c'est pas quelque chose où je suis effectivement totalement objective, puisque c'est la blague que je faisais en début de vidéo, j'ai écrit des fanfictions, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, que j'ai un peu quitté tout ça, mais c'était voilà une très grande partie de ma vie quand j'étais ado, puis même jeune adulte, et puis oui, la dernière fanfic que j'ai écrite c'était quoi, il y a peut-être l'année dernière, donc c'est quand même pas si vieux, et c'est quelque chose qui m'a fait rencontrer énormément de gens, c'est quelque chose, sans ça je pense que j'aurais peut-être jamais continué à écrire une fois ado et puis même après. C'est grâce à ça que j'ai rencontré Calo, que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne et que je considère quand même comme ma meilleure amie. Donc voilà, clairement, sans la fanfiction, ma vie aurait été carrément moins cool. Et oui, rien que pour ça, j'ai été un petit peu émue de voir que AO3 avait reçu un prix. Mais vraiment, au-delà de mon histoire personnelle ou de ce genre de choses, il y a des vrais arguments qui me font dire que c'est très 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 cool que ce site ait reçu un prix Hugo. Premier argument, il y a des fanfics qui sont très bien. Alors, certes, et je suis tout à fait d'accord avec ça, il y a des fanfics qui sont très bien écrites et qui sont très intéressantes, mais c'est pas tellement le sujet, puisque c'est ce que je vous disais, on est dans la catégorie Best Related Work, ça veut dire que c'est une récompense pour une œuvre qui ne se distingue pas, en tout cas ce n'est pas la qualité de sa fiction qui la rend remarquable, ou un travail documentaire, autobiographique, etc. aussi, mais voilà, c'est pas une récompense dans le domaine de la fiction. Donc c'est pas la qualité littéraire des fanfictions qu'on a récompensé là. Et d'ailleurs je pense que ce serait absurde de récompenser la qualité littéraire des fanfictions dans leur ensemble, ça n'a pas de sens. Enfin, si vous en lisez, vous savez bien que il y a le jour et la nuit. Et d'ailleurs, justement, je trouve que c'est intéressant que ce soit pas une fanfiction qui a remporté le prix. Peut-être que ça arrivera un jour, hein, je ne sais pas, pourquoi pas. Moi, en tout cas, ça me ferait beaucoup rire. Non, c'est l'ensemble des fanfictions en ce qu'elles constituent une sorte d'écosystème qui est utile à la vie littéraire de la SFFF en général. Ça, j'en suis personnellement convaincue. Et donc, oui, c'est aussi toutes les fanfics nulles qui ont été récompensées, et c'est très bien. C'est aussi les fanfics qui vous font pleurer des larmes de sang parce que vous dites mais n'importe quoi, mais où est-ce qu'elle est allée chercher ça, mais ah non, ce ship, mais quelle horreur. Et c'est aussi celles qui sont écrites avec les pieds tellement que c'est limite illisible. C'est aussi les fanfictions que vous avez adorées, mais très honnêtement c'est principalement pour le fanservice et pas tellement pour la qualité de l'écriture. C'est aussi les fanfictions qui partent dans des délires complètement on sait pas tellement si c'est génial ou terrifiant. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les fanfics, toutes, c'est dans leur ensemble. Et voilà, enfin, pas tout à fait toutes les fanfics dans leur ensemble quand même, justement. Argument numéro 2, ce n'est pas n'importe quel site qui a remporté le prix. Parce que oui, ce ne sont pas les fanfictions dans leur ensemble qui ont remporté le prix, je ne sais pas si ce serait vraiment possible, mais bien Archive of Our Own, qui est un site en particulier. Et si comme moi, vous avez commencé la fanfiction il y a bien une quinzaine d'années quand même, vous vous souvenez probablement de où on vient, c'est-à-dire des fansites en web 1.0, donc il fallait envoyer un mail à l'administrateur du site pour qu'il publie votre fanfic dans un des recoins obscurs du machin animé avec des petits flocons qui descendaient, là c'était vraiment horrible. Ou fanfiction.net,
qui était quand même le site principal après, et qui avait une interface rudimentaire, on va dire, et qui était vraiment, voilà, au niveau des fonctionnalités, ça n'avait rien à voir avec Archive of Our Own. Alors le site a déjà 10 ans, maintenant je l'ai découvert un peu plus récemment, je dirais peut-être, 5-6 ans, et quand j'ai découvert ce site, mais c'était Noël, parce que vraiment on sent que c'est, voilà, le nom n'est pas usurpé, c'est vraiment un site fait par des gens qui écrivent des fanfics, pour des gens qui écrivent des fanfics, pour avoir une place à nous, voilà, où tout est pensé, tout est développé pour justement avoir une vraie réflexion sur ce qu'est une fanfic, sur pourquoi on lit des fanfics, comment on les lit, comment on les choisit, notamment dans le système de tag qui vous permet de choisir des trucs ultra précis, de si vous voulez voir le premier baiser de Harry et Ron sous la pluie dans un univers alternatif où ils ne sont pas à Poudlard mais à Beauxbatons, et où pendant leurs études, pendant les vacances, ils travaillent dans un coffee shop, vous pouvez trouver ça grâce au tag de AO3. Et si vous ne voulez surtout pas voir ce genre de choses parce que ça vous choque et ça vous rappelle des souvenirs traumatiques, voilà, vous pouvez aussi cacher ça, par exemple. Et ça permet, c'est une des choses qui permet notamment une très très grande créativité sur AO3, je trouve, ce système de tag qui, voilà, vous assure que, quelle que soit votre idée bizarre et farfelue, vous serez lu par les gens qui aiment cette même idée bizarre et farfelue, et qui en même temps, quand vous lisez, vous permettent de ne pas tomber sur tout et n'importe quoi. Ce qui n'était absolument pas le cas quand même quand on a débuté la fanfiction. Je suis tombée sur des choses que j'aurais probablement pas dû lire à l'âge où je les ai lues. Hein. Non seulement il y a ce travail sur le site qui est vraiment très très bien pensé et qui en plus est géré de manière communautaire, donc vraiment vous pouvez trouver n'importe quel fandom parce que vous pouvez ajouter le plus obscur des fandoms possibles et imaginables. Mais il y a aussi toute la partie du travail fait par l'association à la tête de AO3 qui est formidable puisque il y a un travail d'archivage et de compilation notamment de ces vieux fansites qui finissent par tomber dans les tréfonds du web où ils récupèrent les fanfics, ils les archivent chez eux. Il y a aussi tout un travail d'archivage physique des vieux fanzines, de plein de choses comme ça. Ce serait trop long d'en parler de tout, mais vraiment allez voir sur leur site, le site de l'asso. Et c'est génial, ce qu'ils font vraiment pour la communauté, c'est absolument formidable, et rien que pour ça aussi, ils méritent grave un prix. Troisième argument, une partie non négligeable de la littérature de l'imaginaire n'existerait pas sans les fanfics. Revenons un petit peu à la base, c'est-à-dire que la pratique de la fanfiction, c'est pas quelque chose de très nouveau du tout. La pastiche, la parodie, la réécriture, les suites non officielles, c'est quelque chose d'ultra courant en littérature, mais depuis que la littérature existe, je pense, en tout cas, on en retrouve mais des traces absolument, enfin, partout, absolument partout, y compris chez les auteurs classiques que vous avez étudiés peut-être au collège et au lycée, et notamment dans l'imaginaire, il y a un sacré paquet de bouquins qui sont vraiment des fanfics, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autres mots, quoi, au bout d'un moment. Alors, est-ce que ça cesse d'être des fanfictions à partir du moment où c'est publié chez un éditeur pro ? Je ne sais pas. Après, bien sûr que celles qui sont éditées chez des éditeurs pro, c'est des trucs dont le fandom est assez vieux pour qu'ils soient tombés dans le domaine public et où du coup, voilà, il n'y a pas de problème légaux. Mais est-ce que c'est vraiment fondamentalement différent d'écrire une fanfic sur un univers parce que l'auteur est mort il y a plus de 70 ans ? Alors du coup, j'ai quand même cherché quelques exemples donc que je vais vous citer. Mais j'ai des réécritures de contes comme Belle de Robin McKinley, qui est opposée aux fanfictions, d'ailleurs c'est assez rigolo quand même, des réécritures de mythes, on a beaucoup parlé de Circé par exemple, de Madeline Miller en ce moment, la légende arthurienne, alors la légende arthurienne il y en a tellement, les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley par exemple, alors oui aussi les X ou Y classiques, mais dans l'espace. J'adore ces trucs. Je pense à, par exemple, The Tea Master and the Detective, d'Aliette de Bodard. Et puis, alors, toute la récupération des figures emblématiques, Dracula, Frankenstein, voilà, Anno Dracula, par exemple, de Kim Newman. Alors, non, je ne suis pas allée chercher si c'était le cas ailleurs que dans la littérature de l'imaginaire, puisque c'est ce que je connais le mieux. Mais en fait, je trouve ça super logique qu'il y en ait beaucoup dans la littérature de l'imaginaire, puisqu'on est sur une littérature spéculative.
la base de beaucoup de bouquins dans ce domaine, c'est quand même et si Napoléon avait eu des dragons dans son armée, et si en passant la porte d'un placard magique on pouvait aller dans un autre monde où il y avait une méchante reine sorcière qui oppressait des peuples magiques, et si on pouvait lancer des boules de feu, et si les vampires existaient dans une société cachée. Voilà, enfin, vraiment il y a c'est quand même la base de beaucoup de bouquins. Et c'est aussi la base de beaucoup de fanfiction. Et donc, forcément, des fois, il y a des essais qui se retrouvent à être des fanfics et des romans d'imaginaire, et qu'on se retrouve avec des choses du style « Et si Merteuil était en fait une sorcière millénaire qui était là pour œuvrer à un plan machiavélique dans l'ombre ?» Si jamais cette histoire existe, d'ailleurs, je vous remercierais de bien vouloir me donner le titre en commentaire, parce que, en tout cas, j'en ai jamais trouvé, et ça a l'air super cool maintenant que je le dis. Quatrième argument, de toute façon, toute œuvre de l'imaginaire est une fanfic. Bon, là vous dites peut-être que je vais un petit peu loin, mais j'ai des arguments quand même pour soutenir cette thèse, notamment un qui est la notion de mégatexte qui est développé par Damien Broderick. C'est dans la littérature spéculative, donc tout ce qui est imaginaire, l'ensemble des représentations partagées par les écrivains et par les fans, qui est à l'arrière-plan de tout nouveau texte. Donc tout le réseau de symboles, d'images, de tropes, etc., qu'on va retrouver très régulièrement. Et qui est finalement assez essentiel quand on développe des univers qui sont aussi compliqués et aussi complexes que ce qu'il y a dans l'imaginaire. Et parce que dans une fiction, on va dire contemporaine, même un thriller qui n'a rien de fantastique, bah notre base commune c'est notre monde réel. Donc voilà, on sait tous de quoi on parle quand on parle du monde réel. Mais quand on part ailleurs, qu'on n'a plus cette base, cette référence commune, il faut en trouver une autre, et c'est justement ce métatexte. Ce qui fait que, par exemple, si vous parlez de vampires, ça existe pas, les vampires. Désolé, mais vous savez de quoi je parle. Vous savez, vous imaginez tout de suite des gens qui craignent la lumière du soleil, etc. Il y a tout un ensemble de codes là-dessus. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez écrire un vaisseau monde voyager à travers l'espace à vitesse supraluminique avec à son bord des milliers d'humains en cryostase. Et que si vous avez un lecteur de SFFF, notamment de science-fiction, cette phrase, il y a plein de mots qui n'existent pas, qui ne veulent rien dire en fait, enfin qui ne correspondent pas à des principes existants, et pourtant, voilà, on a une image, on sait de quoi on parle, parce que il y a tous ces textes qui ont été écrits avant, tous ces concepts qui ont été inventés, on va pas réinventer la roue à chaque fois, effectivement, à tout réexpliquer, et ce qui permet de construire au fur et à mesure des univers de plus en plus complexes. Et ces concepts, on peut en faire à peu près la généalogie. Du coup, la première machine à voyager dans le temps, c'est dans un roman de Wells. Est-ce que toutes les histoires de voyage à travers le temps avec des machines, est-ce que c'est pas quelque part un peu des fanfics dans le sens où c'est, oui, dérivé de cette première idée de Wells que les auteurs se sont appropriés au fil des années et qu'ils ont remasterisé, qu'ils ont déformé, qu'ils ont réécrit, qu'ils ont réinventé, qu'ils ont commenté, qu'ils ont retourné, etc., etc. Et d'ailleurs, honnêtement, pour moi, c'est un des intérêts de la littérature de genre, c'est cet ensemble de tropes, cette grande boîte de Lego, avec lesquelles on s'amuse, avec lesquelles les auteurs s'amusent et les lecteurs aussi, où justement on prend plein de concepts différents, on s'amuse à les remixer, à les assembler ensemble, à les hybrider, ou à faire des choses surprenantes comme ça, parce que on a cette base de concepts communes, mais qui vient pas de la réalité, mais du travail d'autres auteurs, donc des romans et des films d'autres auteurs. Donc oui, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire que tout texte de l'imaginaire c'est de la fanfiction, mais voilà, pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez commun, et du coup, ça ne m'étonne pas que ce soit dans un dans une convention d'imaginaire qu'on récompense un site de fanfiction. Cinquième argument, ce prix a quand même un doux parfum de vengeance. Parce que oui, si la fanfiction et la SFFF ont une histoire extrêmement liée, les relations n'ont pas toujours été faciles. Voilà, clairement, dans les années 2000, je dirais à peu près, 90-2000, quand Internet a vraiment commencé à arriver, et donc les fanfictions forcément à se répandre un peu plus facilement que via des fanzines imprimés à quelques centaines d'exemplaires au max,
forcément, voilà, il y a eu des auteurs qui n'ont pas été très très contents de cette idée, et en fait c'est principalement des auteurs d'imaginaire qui se sont opposés à ça. Enfin, on pense à Anne Rice, je pense que c'est la plus connue, mais enfin on a aussi J.R. Martin ou Robin Hobb qui se sont vraiment farouchement opposés à la fanfiction, hein, et même c'était pas juste des mots, il y a eu des lettres d'avocats envoyées, tout ça, machin, hein, c'était un petit peu vénère quand même, hein, voilà, c'était pas juste en théorie je suis opposé à la fanfic, mais finalement faites ce que vous voulez. Non, non, voilà, c'était surtout Anne Rice, hein. Alors, pourquoi les auteurs d'imaginaire particulièrement ont été opposés à la fanfic? Je sais pas, peut-être que c'est principalement parce que eux, ils avaient conscience que ça existait, alors que, je sais pas, des auteurs de littérature générale le savent peut-être même pas que ça existe, la fanfiction en fait, mais comme les auteurs de SFFF, ils viennent du fandom, ils savent qu'il existe. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours trouvé ça un peu paradoxal que ce soit vraiment dans ce milieu-là qu'il y ait une aussi forte opposition à la fanfiction. Mais finalement, c'est aussi dans ce domaine qu'on a eu les auteurs les plus pro-fanfic, en tout cas ces dernières années. Alors bon, la plus connue, ça doit être J.K. Rowling qui a vraiment encouragé ses fans à écrire des fanfictions, hein, était tout à fait ok avec ça et elle l'a dit plusieurs fois. Mais on a aussi, je trouve que c'est encore plus parlant, Dmitry Glukhovsky, donc qui a écrit Métro 2033, qui lui, il a carrément encouragé déjà les fans à écrire dans cet univers qu'il avait créé, mais carrément à lui envoyer les trucs, et après il les publie sur son site internet, parce que voilà, il veut en fait que les travaux des fans fassent partie de l'univers. Il y a même tout un débat sur est-ce que c'est canon, enfin, mais oui, a priori, les histoires des fans sont aussi canon que ses romans à lui dans cet univers de Métro 2033. Donc voilà, c'est quand même là une démarche plus que pro-fanfic, hein. il est à fond le mec. Et je trouve ça super chouette. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs, enfin, quand ils ont remis le prix de AO3, il y a Naomi Novik, qui est d'ailleurs aussi autrice, qui était aussi nominée cette année dans le prix du meilleur roman pour Spinning Silver, qui du coup a accepté le prix pour AO3 parce qu'elle fait partie apparemment des membres fondateurs, si je me trompe pas, qui a dit bon bah voilà, ce prix il est aussi pour toute la communauté, tous les gens qui postent des histoires sur le site, parce que sans ça bah il n'existerait pas. Et donc elle a demandé aux gens qui en écrivaient de se lever, enfin dans le public de se lever, et apparemment il y avait la moitié de la salle dont un certain nombre d'auteurs qui étaient nominés dans d'autres catégories. Donc voilà, je sais pas si c'est une question de génération, peut-être, peut-être pas, parce qu'il y a aussi des gens de ma génération qui sont farouchement opposés à la fanfiction, mais je pense quand même que on va vers une plus grande acceptation de la fanfiction parce qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui viennent de là et qui écrivent maintenant, et au bout d'un moment, on peut pas totalement renier ça quand c'est de là qu'on vient, quoi. Et si je peux me permettre une dernière pincée de sel quand même sur cette histoire, oui, AO3 c'est un repère d'adolescentes queer, souvent un petit peu marginalisées, qui écrivent beaucoup de romances et de trucs érotiques, ce qui est pas le truc le mieux vu dans le domaine de l'imaginaire, hein, clairement, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas les fanfics. Et ça fait aussi partie des gens les plus détestés par les Rabbit Puppies et les gens d'extrême droite qui ont essayé de détruire les Hugo il y a quelques années parce que voilà, ils trouvaient que c'était pas assez de droite. Donc je trouve ça assez marrant que de voir que leur campagne a vraiment mais totalement échoué, au point que tous ceux contre quoi ils se sont battus il y a quelques années remportent maintenant un prix au Hugo. Ça rend cette victoire encore plus satisfaisante. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Alors, j'ai vraiment essayé de me concentrer spécifiquement sur AO3, les fanfictions et l'imaginaire, voilà, pour rester dans le sujet, et sur la place du fandom dans l'univers de SFFF, il y a encore plein de choses à dire, mais clairement ça tient pas en une vidéo, et même sur le sujet de la fanfic, parce qu'en fait oui, il y a encore des gens qui pensent que la fanfic c'est pas bien et c'est déontologiquement mal d'écrire des fanfics en 2019. Bah écoutez, j'ai pas le temps de tout traiter en une vidéo, voilà, mais si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être d'autres sur le sujet, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, puisque c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du sujet habituel de la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis bah, je vous dis à la prochaine fois, j'espère pour une vidéo qui me prendra moins de temps à préparer, sinon vous allez encore l'attendre 20 000 ans. Allez, salut!